This March, join me at Change Now, the world's largest event of solutions for the planet. Whether you're an LP, a GP, a practitioner of impact, or an entrepreneur, the ideas and relationships formed will benefit from a unique Parisian taste under the iconic glass dome of Grand Palais. And for innovative impact GPs, be part of Funds for Change, the LPGP gathering at Change Now. That's one of my favorite events of the year. Apply by December 31st to showcase your fund live on stage in front of hundreds of LPs. For more info, type in your search bar, Change Now, Funds for Change. See you there. Welcome to Alaka, a podcast about the relationships shaping systems, capital, and the climate transition. Today's episode is a special one. We're switching things a bit with the conversation conducted entirely in French. Consider it a linguistic detour from our regular programming. Alors on y va et bonne écoute en français. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Benjamin Friedrich, qui est responsable des investissements chez Colam Impact, une filiale de Colam Entreprendre. Après avoir effectué un tour du monde à l'âge de 21 ans sur le thème du commerce équitable et de la microfinance, Benjamin rejoint le groupe Crédit Coopératif, où elle a accumulé 12 ans d'expérience dans différents services. En 2015, elle intègre la filiale de Crédit Coopératif qui s'appelle Esfin Gestion, où elle développe un fonds dédié à l'impact social et elle a pu y accompagner une vingtaine d'entrepreneurs dans leurs différents enjeux de croissance. En 2021, elle est devenue directrice de l'impact investing chez Enowi, un family office français, où elle a pu développer et piloter la stratégie d'investissement à impact positif et puis elle y a déployé plusieurs millions d'euros dans des entreprises et des fonds d'investissement à impact en France et dans le monde. Les points clés qu'on a couverts avec Benjamin, vous le verrez, sont nombreux. Néanmoins, j'ai envie d'insister sur 3 grandes idées. La première, c'est la subjectivité et du caractère politique de la définition de l'impact et en quoi est-ce que c'est éminemment subjectif. Donc, c'est un appel à notre humilité et notre plus grande compréhension les uns et les unes envers les autres. La deuxième grande idée était autour de la question du risque et on y est revenu souvent dans les épisodes. Et notamment l'appétit pour le risque, ou du moins la façon dont on appréhende le risque, et en quoi est-ce que la posture du risque, à la fois du côté des fondateurs et des fondatrices, et à la fois du côté des investisseurs, est absolument essentielle sur la trajectoire des entreprises à fort impact. Et puis la dernière grande idée était autour du temps, hein, et comment le capital, alors qu'on dit passion, et là-dessus aussi on peut débattre, permet ou donne les moyens aux entreprises à fort impact de trouver leur modèle, de pivoter, de s'ajuster et progressivement de révéler tout leur plein potentiel. Salut, salut Benjamin. Bonjour Iman. Bon, comment tu te sens? Très bien. Bon, bienvenue sur Alaka. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plusieurs mois que je te parle de ce podcast et que, bon, la vie a fait que c'était pas forcément le bon moment. Et donc, je suis très contente de t'avoir sur le podcast. Merci beaucoup. C'est rigolo parce que juste, on était censé enregistrer la semaine dernière et il se trouve que je suis sujette à migraine et donc on n'a pas pu faire l'enregistrement et j'ai adoré ta réaction qui consistait à dire: «Bon, bah, ça y est, je suis hyper excitée, on va enregistrer» et puis bim! Bon, bah, annulation de dernière minute, bon voilà, il va falloir se remobiliser et à nouveau cette semaine, bon, bah, OK, cette semaine ça va, on y va et là, petit stress qui monte, petit stress qui monte. C'est pas du tout pour partager des secrets, d'alcôve ou quoi que ce soit, mais je trouve que, tu vois, il y a, quand on se retrouve à faire, des projets, qui sont importants pour nous, tu vois, qui ont du sens pour nous, auxquels on tient, auxquels on est voilà, pour lesquels on a envie d'être présent ou présente, pour de vrai, il y a un mix, je sais pas si tu as remarqué, un mix à la fois de peur et d'excitation et d'enthousiasme et de: «Ouh là là, mais qu'est-ce qui m'a pris de me lancer là-dedans?» et je trouve que c'est beaucoup plus fréquent, en tout cas dans ma vie, impact, ça arrivait, mais bon, pas tant que ça et je trouve que depuis, 2012 maintenant, ça m'arrive beaucoup, beaucoup plus souvent. Je sais pas ce que ça t'évoque, ce espèce de joyeux mix de, excitation et peur et «Allez, on y va, c'est plus important» et «It's beyond me» et en même temps: «Oh là là, mais je vais jamais y arriver», et cetera. Qu'est-ce que ça t'évoque ça? C'est sûr que, si ça n'avait pas d'importance pour nous, ce serait beaucoup plus léger, beaucoup plus facile, donc c'est un Mmh. marqueur d'importance, personnelle. C'est Mmh. Ça paraît Mmh. assez évident, ouais. OK, écoute,
pour commencer, comme tu le sais, on démarre souvent sur, Alaka avec, des histoires de parcours, personnels et professionnels. J'avoue que je suis pas très fan de la figure héroïque, tu vois, de, la personne qui, un beau jour a rencontré quelqu'un et qui a eu une révélation et donc qui va inspirer tout un tas d'autres personnes. Donc c'est pas ce genre d'histoire qu'on aimerait entendre, mais plutôt, comment est-ce que, tu vois, en tournant le regard, sur, tes quelques années d'expérience professionnelle, tu vois, qu'est-ce que tu as l'impression qui t'a mené à là où tu en es aujourd'hui et à finalement être l'une des personnes qui, en France en tout cas, a développé un profil, finalement pas si courant et c'est vraiment pour ça que je suis très très heureuse de t'avoir aujourd'hui. De à la fois une implication forte, dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, dans le domaine de l'investissement et pas que un fort impact parce que tu as investi dans différentes, classes d'actifs et quand même aussi avec un regard bien sûr français, mais aussi international au travers de des investissements, en indirect. Donc qu'est-ce qui t'a amené là et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors d'abord, il y a une chose assez importante dans mon parcours, c'est que j'ai toujours eu une fibre, commerciale. Je ne viens pas vraiment de la filière de la finance, j'ai fait une école de commerce, j'étais, étudiante, de façon assez classique, mais j'avais un job étudiant en vente, dans un magasin, j'ai toujours été assez passionnée des enjeux de marketing et donc j'avais, cette fibre-là de, qui sont les clients, comment leur parler, où leur parler, avec quels mots, des enjeux très, très marketing. Et j'ai toujours été, très, engagée sur des sujets de développement responsable ou développement durable et donc c'est comme ça qu'en césure, je suis partie, faire un tour du monde de l'économie sociale et solidaire, avec 2 amis et lors de ce voyage-là, je me suis passionnée pour les sujets plutôt de, développement par l'activité économique ou, à l'échelle individuelle, disons l'empowerment par le travail. Donc il y avait toujours ce sujet de visée économique et de développement individuel. Et puis de retour dans mon école, je me souviens, j'ai fait une école de commerce, où la majeure finance est très réputée et je me souviens que mon père me disait, «Il faut que tu fasses la majeure finance», et moi je lui avais répondu, «Je ne travaillerai jamais dans la banque, je ne travaillerai jamais dans la finance». Pour moi, c'était quasiment une position de principe. J'étais déjà engagée sur pas mal de sujets en tant que consommatrice et j'étais assez critique à l'égard du marché des capitaux au sens large. Et donc j'ai commencé ma carrière, dans la philanthropie et dans un métier plutôt de communication et il se trouve qu'au même moment, j'ai, sur un acte un petit peu, engagé, j'ai changé de banque à titre personnel. J'ai quitté la banque de mes parents pour aller, dans une banque de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle le Crédit Coopératif et au même moment, j'ai vu qu'ils recrutaient, quelqu'un pour la fondation, sur un métier de communication, exactement mon métier et donc le hasard a voulu que j'ai changé de banque et intégré en fait, donc postulé d'abord et puis intégré, cette banque en tant que salariée et donc finalement, moi qui voulais pas travailler dans la finance, j'y suis restée 12 ans. Donc on n'est pas un paradoxe. Cela dit, c'était Grosse pas n'importe quelle cohérence, banque. ça commençait bien, grosse cohérence, Benjamin. Tout va bien. Cette Hem et discussion va être incroyable, je le sens. j'ai changé plusieurs fois, grâce à la mobilité interne. Ça m'a menée, dans l'équipe internationale à la direction financière et là, on a rejoint un mouvement international de banques alternatives qui s'appelle la GABV, la Global Alliance for Banking on Values et dans ce cadre-là, très international, j'ai été amenée à faire des travaux assez improbables, vu mon poste. J'ai, contribué à créer un MOOC au MIT sur la banque alternative. J'ai travaillé à des programmes de formation pour les hauts potentiels des banques qui m'a menée jusqu'au haut plateau de Bolivie, sur des sujets de développement personnel. Enfin, c'était très, riche. J'y suis restée un certain nombre d'années et ensuite, j'ai rejoint la filiale qui fait donc du private equity, économie sociale et solidaire, qui s'appelle Assume Gestion. C'est là que j'ai commencé le métier d'investisseur, qui est un métier que j'ai adoré tout de suite et j'y suis restée, 6 ans. J'ai repris la gestion d'un petit fonds régional et ensuite j'ai quitté, cette banque pour rejoindre une structure familiale, donc un family office, qui venait de se créer, plutôt une petite famille, ils sont 3, un père et les 2 enfants. J'y ai développé, conçu et déployé une stratégie d'impact investing en direct et en indirect. Donc en direct, ça veut dire plutôt dans des entreprises à impact positif et en indirect dans des fonds impact.
et j'y suis restée, presque 4 ans et l'année dernière, j'ai intégré Colam Impact qui est, une structure d'investissement familiale également. Alors là, c'est une famille, beaucoup plus grande puisqu'il y a plus de 450 actionnaires familiaux et je suis directrice des investissements. Je m'occupe, de la partie investissement direct, donc start-up à impact positif, social ou environnemental, et on a aussi une poche, fonds impact. Et donc, à ton sens, quelles sont les relations, si on regarde sous le prisme de la relation, hein, ce parcours, quelles sont les relations qui ont changé ton point de vue ou ta perspective sur comment est-ce que tu considères euh, le financement des changements de système ou du financement de l'impact au sens large? Il y a eu, un moment, notamment quand j'ai beaucoup travaillé avec cette alliance, la Global Alliance for Banking and Values, où on s'intéressait beaucoup à l'impact de l'argent. C'était, «Where does your money sleep at night?» À quoi sert votre argent? À quoi il est utilisé? Le fait d'intéresser, les gens, les clients, d'attirer leur attention sur l'impact que pouvait avoir, leur épargne. C'est ce côté un petit peu actif, et c'est drôle parce que, en fait, j'ai lu pas mal de choses sur des sujets de développement personnel, et je trouve qu'il y a un lien assez intéressant. Dans les manuels ou dans la pratique du développement personnel, il y a souvent un sujet qui est abordé, c'est le sujet de la prise de décision, qui est souvent assez anxiogène. C'est le fait de se dire, «J'ai un choix A, j'ai un choix B». Ils sont intrinsèquement, l'un et l'autre, bons ou mauvais. Comment faire pour faire le bon choix? C'est-à-dire prendre la bonne décision. Et la façon dont le développement personnel, aborde, le sujet, en tout cas certains auteurs, c'est de se dire que les choix ne sont pas fondamentalement bons ou mauvais, et que l'enjeu, c'est de prendre une décision, quelle qu'elle soit, et de faire en sorte que ton choix finisse par être le bon. Donc c'est une vision, finalement, où on ne subit plus la décision, mais finalement on la construit. Donc c'est une vision très active puisque tu n'as plus besoin vraiment de trouver quel est le bon choix, mais tu dois le créer. C'est un peu aveugle, des systèmes d'oppression tout ça, non? Ça invisibilise les systèmes d'oppression, ça met, un poids, délirant sur, les individus et la responsabilité, tu trouves pas? Parce qu'on n'a pas toujours les moyens de to make it right. On n'a pas toujours les moyens d'assumer, pleinement les conséquences d'une décision et de faire en sorte que finalement elle devienne une bonne décision. Ah bah, après c'est ça veut pas forcément dire que tu as en main, les différents facteurs. Ça veut Mmh. juste dire que toi tu dois développer une attitude. Donc c'est plus dans le Mmh. ressenti et dans le mental que dans le Mmh. fait de concrètement faire en sorte Mmh. que ce soit, objectivement successful. C'est plus une question de posture, je dirais. Et si on fait le rapprochement avec le venture capital, on peut voir, je trouve, ce rapport entre le capital et le système un peu de cette façon-là, de se dire qu'il y a il y a des secteurs qui sont successful, qui attirent les VC, et on peut voir, de l'autre côté, le fait que, il y a des investisseurs qui prennent des choix, qui prennent des décisions, qui choisissent des secteurs, et c'est parce qu'ils choisissent ces secteurs que les secteurs, comme ils sont financés, vont devenir successful. Et donc, en fait, c'est logique sur, quand tu apportes des financements en tant qu'investisseur en VC, ton argent, il sert à développer la R&D, l'innovation, et donc ça, en soi, ça va créer des choses positives, de l'emploi, et donc, ça peut avoir un effet qui s'auto-produit, un effet positif qui s'auto-produit. Et donc c'est intéressant aussi dans l'impact, c'est de se dire, en fait, c'est, en finançant massivement, les entreprises qui ont un impact positif, qu'on va peut-être, réussir à transformer la société. Donc c'est cette façon d'envisager le rapport à l'argent comme étant un outil, et étant assez puissant finalement. Et quand je travaillais dans la banque, c'était la même chose à une échelle un peu différente, parce que c'était plutôt l'épargne, des citoyens, qui interagissent avec leurs banquiers. Donc c'est moins direct, mais c'est intéressant aussi, et les montants sont aussi, potentiellement beaucoup plus importants. Super. Alors comme tu le sais, on se concentre souvent dans la discussion de ce podcast sur, les relations, donc relations entre idées, entre personnes, entre, organisations, comme un levier de changement. OK? Donc est-ce que tu pourrais nous raconter, nous évoquer, un type de relation qui, à ton sens, a eu une portée, particulièrement, critique? Dans, le rôle que tu peux avoir en tant qu'investisseur à fort impact, aujourd'hui ou éventuellement aussi de ton passé, comme tu veux. Oui, alors,
quand j'étais dans cette banque, j'ai eu un projet, pas personnel, mais disons individuel que j'ai porté en interne, qui était un espèce de réalignement un peu des valeurs. Donc c'était une banque qui était très engagée sur des sujets, environnementaux, sociaux et Mmh. on était au siège, on était plusieurs centaines et il y avait pas de produits bio à la cantine. Et donc j'ai pris un peu le sujet, je trouvais que c'était pas forcément cohérent et donc j'ai essayé de mettre en place le bio à la cantine. De façon très pragmatique, avec, les prestats, les donneurs d'ordre, ceux qui prennent les décisions et cetera. Et ça a été, très, très complexe. Je me suis heurtée à beaucoup d'obstacles et ça a duré un certain temps, ça a été vraiment, étonnamment complexe. Et en cours de route, j'ai, échangé sur cette expérience avec d'autres, collègues et je me suis rendu compte qu'il y en a d'autres qui avaient mené des projets un peu similaires, c'est-à-dire des projets un peu de type RSE. Il y en a un par exemple qui avait, voulu mettre en place, des ruches sur le toit du siège, pour fabriquer enfin faire revenir des abeilles, dans les villes et cetera, qui lui aussi avait eu pas mal d'obstacles et de freins. J'en ai trouvé un troisième et puis je me suis dit: «Tiens, en très peu de temps, je trouve 3 personnes qui mènent des sujets, de façon un peu solitaire et qui sont un peu seules face à différents freins qu'on leur oppose» et je me suis dit que j'allais les réunir et qu'on allait discuter, quoi. Et en fait, lors de cette discussion, assez vite, on a chacun, amené une autre personne et donc on s'est retrouvés être un petit groupe à être intéressés par ces sujets-là. Et assez vite, on s'est dit que si on était un petit groupe, sur 2 000 personnes, il y avait probablement des dizaines ou peut-être des centaines de personnes que ça pouvait intéresser. Et donc on a décidé d'unir nos forces, et de porter un peu ce sujet en interne, à la DRH jusqu'à la direction générale de la banque. Et l'accueil a été, très chaleureux et donc on avait un peu le feu vert pour avancer sur un espace de discussion qui pourrait promouvoir des bonnes pratiques, d'impact, on pourrait dire, à l'échelle de l'entreprise en interne. Et assez vite, on est allé voir le DRH qui avait changé entre-temps et le DRH m'a dit, «Jamine, j'ai pas tout compris à votre affaire, mais je sens que c'est important» et en fait, il a débloqué un budget pour financer des projets en interne, alors que je lui demandais pas du tout d'argent. On n'avait même pas pensé à demander de l'argent pour ça. Mais il trouvait que c'était, pertinent, que ça pouvait intéresser, plein de gens, que c'était probablement mobilisateur et cetera, fédérateur. Et donc en fait, on a lancé un outil dans lequel, les collaborateurs pouvaient proposer, des projets, sociaux ou environnementaux ou culturels, et ensuite voter et où les projets qui avaient le plus de votes, pouvaient remporter un prix. Alors non pas pour valoriser le collaborateur, hein, c'était pas un bonus, mais c'était de l'argent pour mettre en place le projet ensuite. Je trouve que c'est un bon exemple de la façon dont le lien peut avoir un impact ensuite sur, alors là, c'était à l'échelle d'une entreprise, mais comment ça peut devenir, un peu catalyseur de choses, en l'occurrence, là, sur un sujet plutôt de RSE. Quelle différence où tu as utilisé le mot impact pour des actions de RSE, donc de responsabilité sociale et environnementale. Quelle différence tu fais au quotidien aujourd'hui? Pas il y a, quelques années, hein, parce que, je pense que les consciences et la sophistication sur ce sujet a évolué, mais quelle différence tu fais aujourd'hui dans les entreprises que tu regardes, dans les interactions que tu as avec, d'autres investisseurs, de différentes, tailles, sur, cette question de, RSE, ESG, impact, voire au-delà, systems investing et cetera. Régénération, enfin, quelle différence tu fais? Comment tu arrives à y voir clair pour le dire autrement? La dichotomie un peu classique, c'est, de parler d'impact pour, les conséquences de l'activité de l'entreprise tournée vers le marché, vers l'extérieur, donc vers les clients, vers, le marché et Mmh. RSE avec des indicateurs ESG plutôt tournés vers les modes de production, les modes d'organisation, donc tournés vers l'interne. C'est un peu Mmh. la définition classique. La question, c'est comment on réconcilie les 2. Est-ce qu'il faut réconcilier les 2? C'est hyper intéressant comme sujet. Nous, chez Colam Impact, ce qu'on finance, ce sont des entreprises dont l'activité répond à des enjeux sociaux ou environnementaux forts. Oui, donc les produits et services eux-mêmes. Oui. Oui, donc Mmh mh. c'est ça la définition, du marché aujourd'hui de l'impact et de Mmh. l'impact investing. La question ensuite, c'est, comment on souhaite être différent en interne? C'est-à-dire dans, la culture d'entreprise. Dans les modes de décision, par exemple. Alors, on Mmh. peut aller loin, hein, sur la gouvernance partagée, Mmh. il y a des choses, très innovantes qui existent depuis longtemps.
Tu étais dans une banque coopérative quand même, hein? Tu étais dans une banque coopérative, donc c'est pas anodin, je trouve, comme historique professionnel. En l'occurrence, parce qu'il y a plusieurs formes de coopératives. La Bien coopérative, sûr. c'est le principe de la double qualité. Donc Mmh. les actionnaires ont une deuxième qualité, ils sont soit les clients, ils sont soit les salariés et Les cetera. salariés, En exactement, ouais. l'occurrence, une banque coopérative, la double qualité, c'est que les clients sont sociétaires, sont donc ceux qui apportent les capitaux sont aussi les clients. Et donc là, on est toujours tourné vers l'externe, en fait. À la différence des scopes où les actionnaires sont les salariés. Et donc, on arrive aussi, pas très loin de cette différence entre l'économie sociale par le statut et l'économie solidaire qui est plutôt par l'activité et par les objectifs. Donc on essaye dans notre métier d'investisseur, d'aligner tout ça et donc former une cohérence qui est la cohérence que j'ai un peu touchée du doigt quand j'étais, au crédit coopératif où, on avait une définition pour ça, on avait un terme, hein, les clients affinitaires et moi mon postulat c'était, de dire en fait il y a aussi des salariés affinitaires. Qu'est-ce qu'on fait de cela? En l'occurrence, un salarié affinitaire qui est déçu, bah, ça fait plus de mal qu'un que qu'un salarié classique, qui vient juste, sur un recrutement classique. Donc en effet, c'est un sujet, d'alignement qui, à mon avis, est, pour le coup, très central et très puissant, et peut être assez dévastateur s'il y a un désalignement, fort. Et donc ça, c'est sur la partie corporate, alors on est assez diligent. Après, nous, dans le VC, on finance des sociétés qui ne sont pas encore rentables, qui sont en forte croissance. Et donc, on essaye de remettre ces sujets, en haut de la pile. Mais il ne faut pas oublier qu'au quotidien, les dirigeants qu'on finance, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux et de sujets et d'urgences à gérer. Et donc notre rôle à nous, ça peut notamment être de remettre à sa juste place des sujets qui sont parfois mis un peu sous le tapis. Donc typiquement, ça peut être des sujets de culture d'entreprise, des sujets de valeurs en interne, des sujets qui sont très liés au business aussi, hein, parce que un des enjeux clés de mon segment, c'est le recrutement, notamment donc les fortes croissances en termes d'emploi, comment tu recrutes, etc. Et donc ça, c'est souvent mal construit, il n'y a pas forcément de ressources. Chez Colam Impact, on en a fait presque une spécificité parce qu'on travaille avec plusieurs cabinets spécialisés sur les sujets de ressources humaines et on les met à disposition avant d'investir, mais aussi pendant nos investissements et lors des réinvestissements pour justement apporter ce focus euh, de façon parfois un peu préventive pour s'assurer que les sujets sont bien traités. Parce qu'en fait, quand on fait fois 4 en un an, on a le temps de rien. En gros, on fait rien. En activité. Oui, en chiffre d'affaires. Oui. Bah, parfois, ça fait aussi fois 4, surtout avec des levées de fonds en nombre de personnes, par exemple. Surtout sur les premières années où quand on démarre, les équipes sont très peu nombreuses. Et donc, les dirigeants, ils ont tellement de sujets que ils ne prennent pas suffisamment de temps pour construire quelque chose de solide. Or, ça va être les fondamentaux de l'entreprise de demain. Donc, nous, on apporte cet éclairage humain, toujours au service du déploiement et du développement des structures. Sur le sujet, puisque j'ai aussi la casquette LPs, puisqu'on investit aussi dans des fonds impact et que je le faisais aussi dans mon poste précédent, on a aussi cette double lecture, puisqu'on a des grilles de notation avec des critères et des notes, etc., sur des sujets d'impact. On a cette même grille de lecture, d'un côté activité, c'est-à-dire pour un fonds, la stratégie d'investissement, à quel point elle va cibler des entreprises qui elles-mêmes ont un impact positif, donc plutôt axé sur les critères d'investissement extra-financiers, parfois sur les modalités, le portefeuille passé, le futur, etc., mais orienté activité, donc investissement. Et ensuite, on a une deuxième partie dans notre grille de lecture qui est focalisée sur l'interne. Et donc, ça va être les bonnes pratiques ESG. Alors surtout qu'on est dans un métier qui est très masculin. Et donc, nous, on va regarder la répartition des salaires, des femmes dans les postes à responsabilité, tous les sujets également éventuellement, enfin bref, les sujets ESG au sens large. Et donc, on a les deux grands axes qui sont très importants l'un et l'autre. Donc, pour réconcilier l'impact tourné vers l'extérieur, dans mon métier plutôt vers l'entreprise et l'investissement, et aussi la façon dont les agents économiques se développent, construisent leur organisation et leur gouvernance. Écoute, là, j'ai plein de questions qui me viennent en tête, je vais essayer de pas en oublier. La première question qui me vient dans le désordre, c'est, comment est-ce que tu mets et comme tu le sais, ici on parle de, comment est-ce qu'on peut, considérer les relations, encore une fois, entre individus, entre idées, entre structures, entre organisations, entre équipes, enfin bref, les relations au sens large.
comme infrastructure de changement, d'accord? À ton sens, comment est-ce que tu mets en perspective, l'expérience que tu avais eue, en tant qu'investisseur dans l'ESS, hein, avec, un certain rythme de développement, avec, une certaine façon d'organiser les priorités, dans les entreprises dans lesquelles vous investissiez, avec un certain rapport au risque que tu peux peut-être, commenter, hein, un certain rapport aussi, au comment et pas uniquement au quoi. Donc il y a bien aussi le comment qui a une place, importante. Comment est-ce que tu mets ça en perspective avec, ce qu'aujourd'hui tu observes dans, que ce soit dans tes investissements en direct, c'est peut-être le plus comparable, mais en indirect si tu souhaites tirer le parallèle. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a pas tant de gens que ça qui ont fait les 2. Donc, je trouve ça intéressant ton témoignage là-dessus. Alors dans l'économie sociale et solidaire, si on reprend un petit peu les 2 secteurs de façon séparée, l'économie sociale, on est plus sur une définition par les statuts, donc on va être plutôt sur les coopératives et les associations. Il y en a d'autres, mais en tout cas dans le métier de capital investissement ou de venture En capital où grosse masse. j'étais, Oui, oui. Mmh, c'était mmh. essentiellement des coopératives et des assos. Et ensuite, on avait la partie solidaire où là, en fait, c'est le même métier que j'ai aujourd'hui, dans des SAS classiques, donc un statut, d'entreprise classique, mais avec un enjeu assez fort, dans l'activité, dans le déploiement de l'activité, de répondre à un enjeu social ou environnemental. Donc si je fais la différence entre les 2, la partie solidaire de l'ESS, donc le deuxième S, correspond en fait au métier sur lequel je me suis concentrée après. Donc la différence, elle est plutôt entre les 2 S de l'ESS. En tant qu'investisseur, quand, on travaillait et qu'on investit dans des structures de l'économie sociale, on est sur des rendements qui sont inférieurs et donc la conséquence logique, c'est qu'on prend moins de risques puisque c'est une logique de portefeuille, et donc, bah, si tu sais que tu prends beaucoup de risques et que, tu as une entreprise sur 2 qui va faire faillite, il faut que la performance du reste de ton portefeuille soit très forte, pour compenser et générer une performance. Si tu vas dans des marchés qui sont moins rémunérateurs, parce qu'encadrés par la loi, par exemple, hein, les titres associatifs, les obligations associatives permettent de financer des associations, c'est des titres qui ont été mis en place, pour faciliter l'accès aux capitaux de ces structures, mais dont les rémunérations pour les investisseurs sont plafonnées. Et donc comme c'est plafonné, on a naturellement, intérêt à prendre moins de risques. Donc c'est une différence, assez notable. Par exemple, pour les associations, les titres associatifs, alors moi, c'était il y a longtemps, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais en gros, la règle, c'était que, c'était un titre dont le remboursement devenait automatique si et seulement si la somme des excédents nets cumulés, donc net des déficits, permettait d'atteindre le montant de la levée. Et donc pour faire ça, en gros, quand tu investis, tu vérifies que sur les 2-3 dernières années, cette rentabilité est normative, récurrente et donc tu t'assures quelque part que, l'entreprise, en l'occurrence l'association, disons l'agent économique, sera en mesure, de rembourser, les titres qu'on met en place. Donc il y a un enjeu assez fort sur le choix, la sélection des structures, en lien avec le profil de rendement. Mmh. Ça, c'est un Mais donc par opposition à quand je parlais de mettre en perspective avec ce que tu fais aujourd'hui, notamment parce que finalement sur le côté économie, solidaire, hein, donc où, c'est pas la nature de la structure juridique financée qui diffère, et c'est même pas forcément le type d'enjeux qui sont couverts parce qu'on peut aborder, le même type d'enjeu mais de manière, différente, soit dans le domaine de l'économie solidaire, soit, dans le domaine des startups à fort impact, on peut le dire, un peu différemment. Comment tu abordes, la question de la prise de risque, mais pas par toi, investisseur, la question de la prise de risque prise par les fondateurs et fondatrices? Tu vois, sur, leur trajectoire de développement, sur, leur expérimentation, sur, je parlais plutôt de ça. Comment est-ce que tu as observé, tu les as vus évoluer dans tes portefeuilles, au fur et à mesure des années? Je serais curieuse d'avoir quelques enseignements, quelques leçons que tu as pu ou différences que tu as pu observer ou similarités éventuellement. Ce serait intéressant, Alors, en fait, ça découle du premier point et de l'objectif de rendement des investisseurs. Si tu ouvres ton capital et que ton investisseur te dit, clairement qu'il a besoin de faire, 6 de TRI, c'est évidemment pas pareil que d'ouvrir ton capital et d'avoir un investisseur qui te demande 20 ou 30. Et donc, ça dit quelque chose de ta trajectoire, mais c'est des choses qui se définissent en amont du closing. C'est un alignement des visions qui est nécessaire pour s'associer. En fait, le lever des fonds, c'est un mariage, donc c'est des choses qui sont discutées avant de se marier. Ça donne, à l'inverse, hein,
Si tu as pas besoin de faire fois 20, fois 30 sur ton investissement, ce qui est mon cas, c'est qu'on n'est pas obligé, nous, d'aller uniquement sur des marchés, des entreprises qui peuvent, en tout cas, atteindre des multiples de ce type-là. Si tu n'as pas besoin de ça, tu peux te permettre d'avoir une croissance plus modérée, moins agressive. Et donc, l'impact, c'est automatique. Enfin, c'est très aligné entre l'exigence de performance de l'investisseur et la conduite et même la posture du dirigeant. Donc, moi, il m'est arrivé, par exemple, d'avoir des dirigeants qui proposent un business plan où ils vont brûler des millions et des millions pour atteindre le x50 dans 5 ans. Et moi, dans mon métier, on ne demande pas ça, donc on a plutôt tendance à vouloir brûler moins d'argent, donc prendre moins de risques aussi, quitte à avoir une croissance qui est moins forte. Et donc, c'est un feedback que j'ai souvent fait à des dirigeants, des start-upers, et généralement, ils me regardent avec des gros yeux. Ils me disent: «Mais en fait, mon business plan à moi, d'origine, il était comme ça, mais c'est à cause des feedbacks des fonds VC classiques qui me disaient que c'était pas assez ambitieux, que leur modèle à eux» et c'est pas du tout un jugement de valeur, chacun son modèle économique, mais que leur modèle à eux, ne permettait pas d'avoir, une croissance, disons, modeste ou pas exponentielle, et que c'est à cause des feedbacks, d'autres investisseurs qu'ils ont revu Mmh. leur business plan complètement pour avoir des tractions très, très fortes, et donc avec un profil à la fois de risque et de rendement, poussé, Mmh. un peu à son paroxysme. Donc c'est Mmh. aussi une posture, un peu différente, mais c'est toujours lié à ce couple rendement-risque, en fait. OK. Bah, merci beaucoup pour ce point. La section suivante porte, tu sais, sur, les leçons et les tensions autour des relations. Comme tu le sais, chaque relation, bah, arrive avec des tensions. Alors on peut voir le mot, négativement et puis on peut voir aussi le mot positivement puisque, tu sais, quand tu es sur une balle et puis, tu es en équilibre sur une balle, tu as une tension entre, bon, la droite, la gauche, le haut, les bas, on ne sait pas où ça va atterrir tout ça, mais en tout cas, ça crée du dynamisme, ça crée du mouvement, ça, et finalement, cette recherche de point d'équilibre, ça crée quelque chose, OK? Donc est-ce que, tu pourrais nous raconter, une situation où tu as dû, faire face à, bah, une situation pas évidente, à devoir, naviguer dans, parfois des océans peut-être de perplexité, dans, des relations qui, bon, bah, ont créé des tensions, inattendues, et comment tu t'en es sortie? Alors la complexité, c'est au cœur de l'impact investing, parce que l'impact, on a tendance à penser que c'est un peu objectif, que les initiatives, environnementales, par exemple, qu'il y a pas vraiment de polémique. C'est assez faux. C'est un sujet qui est éminemment subjectif, en fait, hein. Ça fait référence à tes valeurs. Les valeurs, ce sont des individus qui les portent. Après, on peut décider collectivement, d'attribuer des valeurs à une structure, à une personne morale, mais à l'origine, ce sont bien des individus, et donc c'est très corrélé à, la subjectivité, et donc qui dit subjectivité dit, complexité, diversité. Débat, débat, débat. Exactement, et Et donc débat, difficilement soluble en plus, hein. c'est clair. Attends, pourquoi est-ce que tu dis que des sujets environnementaux, en tout cas des projets à fort impact environnemental, développent avec eux, disons des visions subjectives? Parce qu'il y a quand même, l'illusion, en tout cas la croyance chez beaucoup de gens que, bah, si on fait de l'environnemental, c'est neutre. C'est neutre, Mmh. Oui. c'est apolitique. Je ne prends pas parti pour un tel ou un tel, je ne veux pas changer de modèle de société, je ne veux pas toucher au système, de capitaliste, d'économie de marché dans lequel on est. Bon voilà, je c'est neutre. Pourquoi tu penses qu'il y a de la subjectivité dans, des projets à fort impact environnemental? Non, mais c'est vachement intéressant parce que c'est pas du tout une opinion répandue. Alors je suis ravie de t'entendre là-dessus. D'autant que j'en suis convaincue. Mais bon, globalement, disons que ça se cristallise autour de l'effet rebond. Par exemple, je vais te citer, l'enjeu des bouteilles en plastique, l'eau minérale, par exemple. Donc aujourd'hui, il y a l'étude qui est sortie il y a pas très longtemps. Dans le top 3 des produits en GMS qui apportent le plus de valeur aux acteurs de la grande distrie, on trouve la bouteille d'eau, d'1 litre de la cristalline. Et d'ailleurs, les bouteilles plastiques, c'est la grande majorité des 50 premiers produits, qui rapportent, le plus d'argent à la GMS. Il y a plusieurs façons d'appréhender le sujet. Donc, l'eau en bouteille, quand on a de l'eau potable au robinet, on peut se dire: «C'est une aberration, ça ne devrait juste pas exister du tout».
Et donc il faut, agir si on tient un levier d'action, il faut agir sur le fait que les gens arrêtent de boire de l'eau. Ça, c'est par Mmh. exemple une façon de De réfléchir. l'eau en bouteille. De l'eau Arrête en de boire de l'eau bouteille, en bouteille, parce que s'ils arrêtent de boire de l'eau, ça va être compliqué. On va de en l'eau perdre 2-3 minérale. au passage. Blague à part, c'est quand même une spécificité française en plus, hein, le poids de l'eau minérale dans la consommation des foyers, hein. D'autant que sur le plan stricto sensu de la santé, il n'y a pas d'études aujourd'hui, qui démontreraient, qu'il y a un problème, avec Oui, oui, ah sur la je dis salubrité de l'eau. OK. Je j'argumenterai après pour l'inverse, mais disons que, vas-y. on peut voir, ça de cette forme-là. L'eau du robinet, c'est 20 à 30 fois moins cher que l'eau minérale, Mmh. et de la différence d'impact carbone entre les 2, si tu prends un litre de chaque, je crois que le chiffre, c'est 2 400 fois plus émetteur de carbone, une bouteille d'eau minérale qu'un litre, de l'eau du robinet. Donc l'impact est OK. est colossal. Et donc on peut Mmh. se dire: «Il faut juste que les gens arrêtent d'acheter de l'eau minérale, point». On peut se dire, les gens en consomment beaucoup, on va essayer de trouver des outils pour valoriser le plastique. D'accord, donc on garde la même réalité, mais on essaie de réduire les effets. On dit pas forcément qu'elle est d'ailleurs, positive, hein, bien sûr. On Non, essaye non, de on corriger les observe la externalités. réalité. Voilà. Mmh mh. Et donc, bah, c'est le play que nous on a eu en 2021. On est entré au capital de Greendig qui, met en place des machines dans la GMS, qui permettent de récupérer les bouteilles vides, et avec un système de broyage sur place de créer de la paillette de PET recyclée. Greendig depuis le début, ils ont permis de valoriser 500 millions de bouteilles plastiques. C'est très important. Mais on pourrait argumenter, que, ça favorise, ça dédouane, finalement, à la fois les marques, donc les vendeurs, d'eau minérale, et puis ça, déculpabilise aussi les consommateurs, et que peut-être ceux qui hésitaient à prendre de l'eau minérale se disent: «Bah, de toute façon, j'irai ramener ma bouteille». Voilà, donc c'est typiquement l'effet rebond, et on peut l'avoir sur plein de sujets. Par exemple, la protéine, animale. On sait que la consommation de viande, c'est même plus un sujet aujourd'hui. C'est très, très générateur d'émissions de CO2, de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'on pense de la protéine, alternative, celle qui est faite en labo avec, des produits qui sont très transformés? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins sain? Est-ce qu'il vaut mieux, manger de la viande de meilleure qualité mais moins? Est-ce qu'il faut arrêter totalement? En fait, tout ça, ce sont quand même des choix politiques. Si je prends un dernier exemple que j'ai connu, et je reviendrai avec ma question de départ, mais j'ai été, investisseur d'une marque qui vend des vêtements de seconde main, pour bébés, essentiellement pour le segment 0-3 ans. Heu, J'étais à ce moment-là, salariée donc d'un family office avec, une famille face à moi, et une des questions qu'on m'a posées, c'est, est-ce que, ça permet pas en fait de dédouaner les parents et de les déculpabiliser, de faire en sorte qu'en fait simplement ils achètent beaucoup plus? Parce qu'ils savent qu'après ils ont une filière de de vente en fait, hein, de leurs achats, et donc c'est typiquement la question de l'effet rebond, et ça, c'est des sujets qui sont très personnels, et qui sont donc politiques au sens, 1er du terme, de la réflexion, de l'impact, de ta vision de la société et de ce que tu veux développer. Ouais. Ouais, et qui sont aussi des sujets de thèse d'investissement, puisque Oui, finalement, exactement. indépendamment de l'opinion de tel ou tel individu au sein d'une équipe, il s'agit quand même de savoir ce que la structure, d'investissement, décide de faire, et comment elle veut s'inscrire, dans la durée, non seulement dans la société, mais aussi vis-à-vis de ses mandants, hein, donc on est bien là-dessus. Et du coup, comment est-ce que tu navigues dans cette, de manière un peu, je sais pas, c'est quoi ta boussole pour naviguer là-dedans? À toi, Alors, Benjamine? heu, déjà, ce qui est intéressant, c'est que Que ça a pas l'air facile tout ça quand ah même. non, c'est pas facile, mais c'est aussi ça qui est passionnant. Quand je travaillais dans le côté plutôt bancaire, très institutionnel, moi, mes interlocuteurs, parce que tu disais qui finalement, prend ces décisions-là? Bon, dans le métier de Oui. l'investissement, c'est plutôt ceux qui apportent les capitaux. Donc quand je travaillais dans la banque, c'était, donc les LPs, hein, comme on les dit, ou les Mmh. souscripteurs, et en l'occurrence, dans le fonds dans lequel je m'occupais, c'était, le directeur financier d'une banque mutualiste ou d'un assureur, coopératif mutualiste, enfin des acteurs très institutionnels, et mes interlocuteurs sont salariés, c'est pas leur argent. Alors c'est des gens qui sont très bien, très pros, très intelligents, hein, il y a pas de mais c'est moins incarné, si tu veux. Quand tu passes après du côté familial, où là, tu as 3 personnes qui ont par ailleurs des liens, très étroits, très intimes, hein, père et De 2 sang, enfants, oui, de sang, voilà, en l'occurrence. c'est Avec tout ce qu'on imagine, des complexités interpersonnelles, ce qui c'est rajoute ça, une couche. mais c'est beaucoup plus incarné, et donc moi, je trouve que c'est aussi ça qui rend la chose passionnante. Après, quelle est la boussole? C'est des outils de communication, en fait, c'est comme, dans le succès,
les facteurs clés de succès d'un couple, par exemple. C'est comment amener les gens à s'exprimer de façon claire, toujours respectueuse, quand on n'est pas donc nous, on a un rôle en tant que salariés, de un peu de diplomatie, de reformulation, et cetera, et cetera. Après, il y a aussi des éléments qui permettent de faciliter ça, quand c'est des gens qui, par ailleurs, sont habitués à avoir beaucoup de diversité de points de vue et sont justement respectueux des uns et des autres, c'est plus facile. Donc, en fait, moi, j'ai géré des désaccords qui n'étaient pas sanglants, quoi, qui n'étaient pas forcément insolubles. Et après, chez Colam Impact, c'est encore différent puisqu'on a plus de 450 actionnaires personnes physiques. Et donc, on a une gouvernance très professionnelle qui est Oui, là, c'est installée. autre chose, ouais, c'était plus Et donc, structuré, c'est ouais. encore autre chose parce que derrière, j'ai bien une diversité extrêmement significative d'actionnaires, donc de souscripteurs. Oui, oui, Mais après, par le biais de la gouvernance et en l'occurrence des votes d'AG, c'est assez intéressant parce que quand on a doublé de taille l'année dernière, le vote a été positif à plus de 90. Donc en fait, sur plus de 450 personnes, il y a une forme de plébiscite. Et cette volonté d'impact, finalement, elle transcende, et c'est ça qui est très beau, les éventuels, pas désaccords, mais enfin les différences oui, de point de vue divergence de vue. Oui, individuelles. oui, divergence de vue. Oui, oui. Exactement. D'ailleurs, sur, ce sujet des family office, on n'a pas forcément eu le temps de creuser parce qu'il y avait évidemment plein de choses à creuser. Comme je le disais, j'avais plein de questions. Mais l'une d'entre elles quand même, c'est, la question de la projection dans le temps. C'est-à-dire, de génération en génération, tu vois? Au-delà de ce qui limite, finalement le pouvoir d'agir d'un certain nombre d'équipes d'investissement, c'est d'avoir recours à du financement, bon, institutionnel qui est cadré dans un certain type de véhicule, 10 ans, enfin avec une durée de vie, fermée et cetera. Bon, tu connais l'histoire et je pense que nos auditeurs et auditrices, connaissent l'histoire aussi. Mais donc, comme tu travailles avec, de l'argent qui est doté par, des family office qui bien sûr peuvent avoir des enjeux de liquidité, ponctuels ou de besoin de disposer de leur argent pour faire, d'autres choses, bon ça c'est une question d'allocation, mais comment est-ce que tu réfléchis? Comment est-ce que au quotidien, comment est-ce que tu navigues dans cette discussion sur la projection dans l'avenir? Tu vois? Soit, d'une génération à l'autre, soit, bah, d'une demi-génération à l'autre éventuellement, parce que franchement, si on compare à ce qui se passait il y a 15 ans et aujourd'hui, honnêtement, enfin le monde a quand même énormément changé. Donc, déjà d'une demi-génération à l'autre et éventuellement d'une génération à l'autre, tu vois, dans 15 ans, on sera en 2040, waouh! Quand on regarde les projections sur la France de 2040, ça fait froid dans le dos, quoi, juste en termes de réalité, physique, climatique autour de nous, sans même parler des sujets sociaux. Comment tu intègres ça? D'abord, moi, je peux pas parler, au nom des family office, notamment parce qu'on dit dans le métier, dans ce marché, qu'il y a autant de façons de faire que de family office. Donc en fait, Oui, oui, bien sûr, non, je parlais de toi. Je voilà, ça parlais de dépend toi. bien sûr de Absolument, la taille. absolument, absolument. Moi, dans les 2 contextes familiaux dans lesquels j'ai travaillé ou je travaille, il y a une volonté très forte d'être vraiment du temps long. Donc en fait, j'ai pas vraiment de c'était d'ailleurs une volonté parce que le fonds précédent où j'étais, c'était une structure evergreen. Donc j'avais Mmh. déjà ce temps long, en fait. C'est une volonté très forte, de mes souscripteurs et aujourd'hui de mes actionnaires familiaux, de ne pas mettre la pression à l'exit. Donc en effet, nous, on est structuré en SAS, pas en FPCI, donc on n'est pas sur 5 ans plus un sur les fameux 12 ans. Ça, c'est d'un point de vue, salarié, c'est un très grand confort parce que c'est jamais nous qui mettons la pression à l'exit dans les comités strat. Après, il faut aussi dire que quand on est, en co-investissement avec des fonds VC classiques, on est pari passu, c'est-à-dire qu'on bénéficie tous des clauses les plus favorables et donc s'il y en a un qui a un besoin de liquidité, on va en profiter, on va sortir au même moment. Mais c'est pas nous qui allons, activer ça et c'est pas nous qui allons mettre la pression sur les élites et donc ça nous mène parfois sur des structures qu'on finance, depuis longtemps, par exemple, on est investisseur de Deuxième Avis.fr, c'est une structure qu'on a financée en 2018. Ça faisait même pas 500 000 € de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, le dossier et l'entreprise s'est considérablement développée. L'équipe, plus de 30 millions de personnes. Enfin, c'est pas pour ça qu'on veut absolument vendre. Donc, voilà, on peut continuer longtemps. Aussi parce que je pense qu'on a tous vécu, traversé le Covid et donc ce serait trop artificiel, en fait, de générer des liquidités, à des moments ponctuels. Donc c'est pas, chez nous, c'est pas vraiment un enjeu. Je sais pas si ça répond à ta question?
Si, si, non, non, mais en fait, ça, c'est par rapport à la pression sur les sorties. Et du coup, dans la façon dont tu regardes à l'entrée la potentielle trajectoire de développement, la projectoire potentielle, théorie du changement qui est promise par les produits et services, potentiellement, la patience que tu peux avoir parce que tu dis: «On est pari passu avec nos co-investisseurs», mais finalement, on n'est pas obligé de sortir et on peut considérer que oui, on a envie de continuer aux côtés de l'équipe, dirigeante, et que bon, bah, peut-être que d'autres vont faire des sorties, entrées, et seront remplacés par d'autres, mais nous, on va rester parce qu'on pense qu'il y a quelque chose. Comment est-ce que tu observes ça? Comment est-ce que tu pratiques ça vraiment dans ton métier en tant que salarié, mais en investisseur, enfin, comment est-ce que tu pratiques ça pour faire le tri, tu vois? Parce qu'on pourrait aussi se dire, et pardon d'être un peu provocante, mais enfin, tu pourrais aussi dire: «Bon, bah, Benjamine, c'est hyper sympa, mais en vrai, elle nous dit qu'elle est hyper patiente, mais dès que, les copains et les copines poussent pour sortir, bon, bah, elle sort avec eux». Tu vois bien qu'il y a aussi des situations où vous décidez de ne pas sortir. Du coup, comment on fait pour gérer ça? Comment tu Alors, je trouvais intéressant de t'écouter là-dessus. d'une part, dans le métier, il y a beaucoup de décisions qui se prennent avant le closing. Donc ça fait aussi partie des Pardon. choix des co-investisseurs. On va pas être, raccord et donc on ne va pas aller sur des dossiers, où on a en co-investisseur des fonds et on les connaît. Enfin, ouais, je veux dire, c'est des choses qui sont sues, des fonds qui ont des exigences de liquidité à 3 4 ans ou même 5 ans. En tout cas, voilà, ça joue aussi sur les attelages, potentiels avant même de faire un deal. Donc ça, c'est déjà une façon, en fait, de régler une grosse partie des problèmes. Ensuite, donc du coup, ça veut dire que dans nos dossiers en portefeuille, on est globalement globalement, hein, dans un environnement avec de l'alignement. Après nous, dans le passé, on est intervenu sur des étapes assez seed, et donc ça nous a amené à parfois faire des levées de fonds assez significatives. Je parlais de Green Big tout à l'heure, ils ont fait lever 20 millions d'euros il y a 2 ans, donc grosse levée de fonds. Nous, on n'est pas sortis à ce moment-là et les nouveaux fonds arrivent. Eux-mêmes, ils ont nous 5 ans. Nous, on était déjà là depuis, 2-3 ans. Donc en fait, ça on est content, de profiter de ces capitaux nouveaux pour aller au bout de leur histoire qui, en fait, rallonge significativement la nôtre. Donc c'est aussi une façon de voir les choses, dans le métier et puis, ensuite, il y a un grand avantage à ça, c'est qu'on se laisse, du coup, le temps des pivots, de tester des choses, de réorienter et donc vraiment ce mot de pivoter, hein, de réaligner éventuellement, de tester des choses un peu nouvelles d'un point de vue, impact ou d'un point de vue business. Puisque justement on a le temps. Après il y a aussi une vision, mais ça se construit un petit peu pas en contradiction, mais quand on a absolument besoin de sortir à 5 ans et demi ou 6 ans, la sortie se prépare et donc en fait, au bout de 4 ans déjà, il y a des fonds qui ont des pouvoirs en comité strat, qui vont orienter les stratégies dans une certaine direction. En général, dans le VC, très très axé top line. Donc, déploiement du chiffre d'affaires, ça peut être très utile, ça peut être, une bonne idée et dans certains cas, c'est pas forcément la meilleure idée. Il faut aussi pouvoir, travailler parfois sur, les charges, sur, optimiser, les processus et cetera et donc nous, on a un peu plus de flexibilité, y compris dans les prises de décision. J'ai une question qui me brûle les lèvres, le temps file. Allez, je la pose et j'enlèverai une autre question tout à l'heure. Et comment tu vois ton rôle d'influence, auprès de tes co-investisseurs, justement dans la perspective de contribuer à, peut-être, maximiser, l'impact ou en tout cas, se donner les chances, de faire émerger, la maturité, maximum, souhaitée, par, l'équipe dirigeante dans sa vision? Et est-ce que tu prends ce rôle, tu nous disais tout à l'heure de rôle de médiatrice, de voilà, de faciliter des discussions, entre, différentes parties prenantes, au niveau de la gouvernance, de ton family office. Est-ce que tu prends ce rôle-là? Est-ce que tu considères que c'est ton rôle, avec tes co-investisseurs? Et est-ce que tu penses que, les acteurs, de l'investissement impact, les plus pionniers ou les plus, visionnaires, doivent prendre sur eux, ce rôle-là? Sur eux et sur elle, hein, bien sûr. Ça dépend des cas. Pardon pour cette réponse. OK, merci Benjamin. Next. Extraordinaire. Ah, on sent le pouvoir d'influence. Ça dépend des cas, parce que et je vais aussi, peut-être dire quelque chose, qui n'est peut-être pas l'élément auquel tu t'attends, Non, non, mais je parce que m'attends à bon, rien, c'était une question ouverte. Je ne c'était m'attends à rien. c'est-à-dire qu'on peut aussi, donc nous on a une vision de l'impact, pragmatique.
qui pourrait s'opposer à dogmatique, qui est un peu péjoratif en soi, c'est-à-dire une vision un peu puriste. On a plutôt une culture entrepreneuriale, on sait que c'est très, 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 très extrêmement difficile de monter une boîte, de la faire développer, de la diriger, et cetera. Bien sûr. Heu, je dirais qu'en tant qu'investisseur VC, mon premier enjeu à moi, c'est que la boîte survive. Oui. C'est le Mmh. premier sujet et donc on a Mmh. parfois des arbitrages à faire qui peuvent être contraires à une volonté d'impact, mais qui permettraient d'apporter un relais de croissance qui lui-même est nécessaire pour la survie du reste du business qui, lui, est générateur d'impact positif. Donc ça peut même être un rôle quand on travaille avec des investisseurs, comme nous, pionniers, Pluri, ça peut être un sujet de faire un pas de côté, en fait. Par exemple, typiquement, dans l'économie circulaire, on est investisseur d'une entreprise qui produit, je disais tout à l'heure, des vêtements, alors qui les produit pas, mais qui les revend, seconde main. On se rend compte que, on perd beaucoup de paniers, comme c'est du e-commerce, on perd beaucoup de paniers parce qu'il nous manque, comme c'est que des références uniques en seconde main, il nous manque certains basiques dans les vêtements. Parfois, pour terminer un panier, il va nous manquer, sur le segment bébé, un jean, une salopette, un pyjama, et cetera. Et donc, un arbitrage, ça peut être: est-ce qu'on n'ouvrirait pas sur ces quelques références du neuf, ce qui est donc contraire à l'impact à la base et à nos enjeux d'impact, mais qui permettent en fait de terminer les paniers et de générer le reste de la commande qui, à 90%, sont des produits de seconde main. Et donc ça peut être un peu du coup un contre-exemple de comment on a besoin aussi de pragmatisme et de sens entrepreneurial. Et je parlais tout à l'heure de marketing. Pour moi, le métier de VC, c'est surtout un métier de marketing. C'est un métier de quel est le besoin. C'est un peu basique. C'est quel est le besoin, quelle est mon offre, quelle est l'offre concurrente et comment je propose à mes cibles le produit ou le service dont ils ont besoin au bon prix dans un marché qui est existant avec ses forces et ses faiblesses. Donc ça, c'est un bon sujet marketing, je trouve, mais directement corrélé à l'impact. Écoute, c'est limpide et on laissera, nos auditeurs et auditrices, à leur sagacité de méditer sur ce point, qui pourrait presque rentrer dans la catégorie, contrarian thought, hein, donc une pensée, ah non, mais parce que c'est un peu contrariant, donc très bien. Allez, dernière section, c'est le moment, de ce qu'on appelle le flash round, donc des questions flash. Donc c'est, des questions, des grosses questions, des questions, multidimensionnelles, mais on attend de toi des réponses courtes. Alors première question, une question, dont tu souhaiterais que plus d'investisseurs la posent? Aux dirigeants? À qui tu veux. Aux dirigeants, qu'est-ce qui vous rend heureux? Je pense que c'est très important de connaître les moteurs des gens, les moteurs profonds. Je parle parfois des core values, de ce qui compte vraiment pour les gens. Mmh. C'est ça qui va définir leur trajectoire. Mmh. Tu la poses celle-là pour de vrai? Oui. Systématiquement? Oh, il y a toujours un moment où je la pose. Et les dirigeants et dirigeantes acceptent d'y répondre? Ah bah, parfois ils ont pas la réponse eux-mêmes, hein, parce qu'en fait, c'est une question hyper C'est difficile. ça! Bah, c'est pour ça, ils vont dire: «Bah non, c'est pas dans mon pitch deck, de quoi parlez-vous?» Mais c'est l'apprentissage de toute une vie, en fait, hein, mais Ah je trouve que ouais, c'est c'est une bon ça, question je te confirme. qui est pertinente. OK. Deuxième question, est-ce que tu aurais un livre, une musique ou une pratique qui t'aide à, bah, tenir les différents fils de la complexité? Oui, il y a un podcast que j'ai beaucoup écouté, dans le passé qui s'appelle «Change ma vie» de Mmh mh. Clotilde Dussoulier, qui est un podcast de Mmh. développement personnel qui m'a beaucoup aidée. 3e question, un système, pour lequel tu aimerais qu'il reçoive plus d'attention, ou au contraire un système dont tu souhaites qu'il soit, disrupted, donc perturbé, révolutionné, modifié, transformé? L'éducation nationale, Plus d'affection ou de la transformation? de la transformation. Je pense qu'il y a un lien entre les comportements, de prédation et de destruction à l'échelle collective et les un peu les névroses individuelles, et les blessures de l'enfance maltraitées quoi, ou non traitées. Donc je pense qu'il y a des vrais sujets de travailler l'empathie, la communication non violente, le respect de l'autre, comment on travaille avec les gens qui sont différents et cetera et que quelque part quand on est adulte, c'est soit on le fait, soit on le fait pas, mais que le vrai enjeu, c'est de le mettre en place très vite et d'en faire un réflexe. OK, et dernière question, qu'est-ce qui te donne de l'espoir dans, bah, l'univers, de l'investissement à impact, en ce moment?
L'arrivée massive de capitaux dans l'impact investing, des VC, classiques où moi j'observe beaucoup d'intentionnalité et beaucoup de transparence et de sincérité et aussi bien sûr dans les capitaux familiaux. Comment ne pas finir sur ça? On voit, de Oui. plus en plus de structures familiales, même de façon, ça transcende un peu les générations, donc intergénérationnel, vraiment s'intéresser, aux sujets d'impact socio-environnementaux jusqu'à en faire, des critères stricts et je crois qu'on a besoin des forces de tous et que c'est une très bonne chose. Merci Benjamin. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Alaqa, or thank you for listening to Alaqa. If this conversation sparked something for you, share it, leave a review, and subscribe for more dialogues at the intersection of capital, systems, and transformation.